My name is Sinta Tama. What's your name? My name is Leila Gandhi. Leila Gandhi. Comme on l'appelle ici, le pays de la teranga, le pays de l'hospitalité. L'idée, c'est de prendre la route, de parcourir les routes du pays pour aller à la rencontre des Sénégalais, des Sénégalaises et même des ethnies les plus rares, isolées à l'extrême sud-est du pays, pour manger avec eux, dormir chez eux, vivre comme eux et découvrir le quotidien, la réalité du pays. Donc on va aller à Saint-Louis, on va aller au nord, au sud, et vous savez ce que c'est l'aventure? C'est l'aventure, rien n'est prévu, on verra ce qu'elle nous réserve comme surprise, et l'aventure, elle commence tout de suite. Si jamais il y a un dodan mal négocié, je m'encastre dans le toit de la voiture. Je suis arrivée en pleine nuit à Dakar et là on m'a dit surtout ne t'arrête pas là, avance, va à Saly. Vas-y tout de suite, débrouille-toi parce que demain, aujourd'hui, il y a une cérémonie, la cérémonie annuelle Mouride. Et le mouridisme, c'est une des confréries les plus importantes du Sénégal. Je me suis dit qu'on ne pouvait pas passer à côté de cette occasion. Et aujourd'hui, on est donc à Saly et on va participer à ce rituel religieux. Là, vous avez la photo du fils du marabout. Ah, c'est le fils? Ouais. D'accord. Comment vous vous appelez? Seydina Aloun. Seydina Aloun. Toi, tu es un journaliste ou tu es un... Moi, je me suis dit, je vais au Sénégal, je vais découvrir la culture du Sénégal, les belles choses du Sénégal, et je vais les montrer aux Marocains. Voilà, c'est ça. Ah oui, oui. C'est bien ou c'est pas bien? C'est très bien. Et c'est à quelle heure? C'est à 2h, 3h. D'accord. Oui. Bon, ben super. Tout le monde est invité. Tout le monde est invité. Bonjour. Ah, bonjour, merci beaucoup. Merci, bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir. Merci. C'est une journée très spéciale aujourd'hui? Voilà. Oui, c'est une journée très spéciale, oui. Vous êtes le marabout? Oui, je suis le marabout. On prend le Coran, on fait des chants. J'avais acheté un chameau, 300 000 francs CFA. Je m'appelle Cheikh Mohamed Lamine Bara et je suis un petit-fils de Mam Cheikh Rafal qui fut le premier disciple de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul, le fondateur du mouridisme. C'est un poids quand même, c'est un poids. Nous recevons par exemple pas mal de jeunes, intelligents, moins intelligents. Et la mission du Cheikh ou bien du marabout, si vous voulez bien, c'est d'essayer d'orienter ces jeunes vers la droiture. Mouridullahi, c'est celui qui aspire vers la perfection. La perfection n'est autre que Dieu. Donc, le mouridisme, c'est l'école de pensée de Khadim Rassoul. Il a fait un appel, il a dit, si je ne me trompe pas, Anna Mouridullahi. Où sont les gens qui aspirent vers la perfection?
une première expérience en immersion au Sénégal, je ne pouvais pas rêver mieux que ces chants, ces rituels, ces couleurs, cette joie. Il est 3h du matin et nous dansons encore tous ensemble sur le rythme des tam-tams. Là, on est à la recherche d'une voiture pour nous amener au garage. Alors le garage, c'est une gare routière. Et de là, on va prendre un transport qu'on va essayer de trouver pour aller à Songondiaé. Songondiaé, c'est le village sérère authentique par excellence. Mais bon, ça fait déjà peut-être 20 minutes qu'on marche. C'est pas gagné qu'on trouve une voiture tout de suite, mais on va essayer quand même. Les Sérères, c'est la deuxième ethnie du Sénégal, après les Wolofs. On m'a dit que leur folklore était très riche, qu'ils étaient de grands agriculteurs de mil et d'arachides, qu'ils étaient à l'origine du sport national, la lutte sénégalaise, et que les 2 premiers présidents de la République du Sénégal, Sédar Senghor et Abdou Diouf, étaient Sérères. Merci, au revoir. Bon, je crois que le garage, voilà, c'est ça. Donc en fait, on a trouvé un taxi, mais il faut attendre qu'il se remplisse. Donc ça peut durer 5 minutes, comme ça peut durer 2 heures, je sais pas. Et comme il y a des mangues et que j'en ai pas encore mangé, ça va être le moment. S'il y a... Merci, au revoir. Après le stop et le taxi, qui est l'équivalent de nos taxis blancs au Maroc, je suis censée trouver une charrette pour aller à Songondiaé. Donc on est au milieu de nulle part, mais on sait qu'on va à Songondiaé. Et je comprends pourquoi le taxi s'est arrêté. Et je comprends pourquoi on me dit qu'il faut une charrette. Parce que la route, il n'y a plus de route. Voilà, maintenant, c'est la piste. J'ai été inspirée de ne pas mettre mes sandales aujourd'hui. Enfin. Man Salangra, Mengo Walaf. Maroc. Maroc. Man Samanga, Mengo. Maroc. Le Wolof, c'est la langue la plus répandue. C'est la langue officielle qui réunit toutes les ethnies. Si on parle un peu Wolof, on peut parler un peu avec tout le monde. On est arrivé. Voilà, on est arrivé à Songondiaé, après un chemin qui a été quand même plus long que ce que j'imaginais. Mais je comprends pourquoi, parce que là on est vraiment loin de tout, en immersion. On est vraiment dans une ambiance hors du temps. Tout ce que j'aime. Comité d'accueil sous la cagnasse. La cagnasse, bêtement, j'ai oublié d'acheter des bouteilles d'eau avant d'arriver. Et ici, bien évidemment, il n'y a pas d'épicerie, il n'y a rien du tout. Oui, c'est ça en fait. Je vais bouillir de l'eau et je vais attendre qu'elle refroidisse, mais bien sûr, je suis bête. Le coton, et comme par magie, ça devient
Après la chaleur accablante, soleil de plomb de 13h, il y a un méchant coup de vent qui ressemble à une tempête de sable qui n'en finit pas depuis une petite demi-heure là. Ce qui fait que du sable partout, dans le nez, dans les oreilles, dans les cheveux, dans la caméra. C'est vraiment un environnement hostile et c'est dur d'imaginer que les personnes avec qui je passe ces quelques jours ici sont là tout le temps, sont nées ici, grandissent ici, espèrent mourir ici. C'est pas une vie facile du tout. Ce sont des cultivateurs, ils sont en train de travailler leur récolte. C'est de l'oseille, du mil, arachide, maïs. Combien d'heures par jour est-ce que vous travaillez dans les champs? Il faut être fort pour faire ça, donc ça veut dire que vous avez beaucoup de force. C'est un travail de femme, c'est un travail d'homme, ou bien c'est un travail de femme et d'homme? Ici, c'est des champs de quoi? De mil? Arachide. Arachide et mil. Ouais. D'accord. Yodem? Aja? Ok. Que ce soit un fromager ou un baobab, au Sénégal, chaque ville, chaque village a son arbre sacré, auprès duquel on prie pour que les récoltes soient bonnes, autour duquel on danse pour célébrer la vie. L'arbre sacré est une des illustrations des pratiques ancestrales animistes encore très présentes dans le mode de vie des Sénégalais. C'est henna. Henna. Au Maroc aussi, on a ça. On fait des dessins comme ça. C'est ça, après on attend. On te donne cette calabasse sur ses mains pour que demain, tu l'auras tes enfants, on te souhaite que tu vieillisses ici avec ton mari. On danse avec. On danse avec. Voilà. Ok. Donc moi je le prends, moi aussi je fais comme ça. Ça c'est pour qui? C'est pour toi. Ah, c'est le premier sandwich macaroni que je vais manger de toute ma vie. C'est un mélange que je n'aurais pas imaginé. Bah c'est bon, il y a une bonne sauce. Hey, nous me filmé dit. Hey, nous me filmé dit. Là, c'est vraiment une technique de pêche traditionnelle, qui est d'ailleurs un peu interdite, mais qui continue à être pratiquée. Les filets sont lancés à plus de 100 mètres de la côte, et à ce qu'il paraît, ils peuvent tirer pendant 4-5 heures sans arrêt. Depuis combien de temps vous êtes là? 3 heures de temps, sinon 4 heures de temps. 3 heures? Ouais. Et encore combien de temps? 2, sinon 3. Parfois on fait 4 fois. Et quel poisson vous ramenez? Quel genre de poisson vous ramenez? Crevettes, sole, calamar. Ça vous permet de gagner combien à peu près? Non, pas beaucoup. Pas beaucoup? Pas beaucoup.
Tous ceux qui ont tiré les filets, après ils se partagent. Ils se partagent. Ils les pèsent après, ils les revendent. Il y en a qui viennent dans les maisons comme ça, ils les donnent. Le filet, c'est interdit parce que tu as ramassé des petits poissons. Ouais. Les petits poissons qui ne sont pas morts, et tu les laisses ici par terre et ça tue la mer. Là en fait on est à Hambourg et on veut aller à Joal. Joal qui est la ville du premier président de la République, Sédar Senghor, qui est une ville majoritairement chrétienne. Elle est connue pour d'ailleurs le cimetière mixte musulman-chrétien, pour le baobab sacré, l'île aux coquillages. Joal, tu peux venir? Merci. On est tombé sur une bonne voiture. Orange félicite Yekini, le roi des arènes. Il est partout, Yekini, c'est l'empereur, comme on l'appelle ici, c'est la superstar de la lutte. Et la lutte, c'est un sport national qui dépasse aujourd'hui pratiquement le football. Il y a des journaux spécialisés. Mais ça, on le verra dimanche. Dimanche, c'est le jour de la lutte. Bonjour. Ça va? Bien. Comment tu t'appelles? Leïla. Leïla. Moi, Marie. Marie? Enchantée, Marie. Tu peux ouvrir ça? Oui. Et donc on met là. Et ça fait combien de temps que vous allez chercher les moules? On part le matin et on vient à 2h, 3h. On est pauvre. C'est pour ça on va chercher des moules pour vendre et avoir quelque chose. Et qu'est-ce que vous faites avec les coquilles? Allez, toute la famille, la maman, Pascaline. Laisse le travail. Madeleine, petite pause pour la photo. Au revoir. Au revoir. Le baobab est un des arbres les plus majestueux d'Afrique et c'est l'emblème du Sénégal. On l'appelle l'arbre de vie. On consomme ses fruits, ses racines, ses feuilles, on l'utilise dans la médecine traditionnelle, dans le textile et il peut vivre jusqu'à 2000 ans. Avec ses 32 mètres de circonférence, on dit du baobab de Joal qu'il est le plus grand de tout le pays. Et ça, c'est le yassa. C'est un des plats principaux, nationaux, populaires au Sénégal, qui est un mélange de riz blanc, de sauce oignon et de poisson grillé, de rade grillé. Je vous promets qu'on goûtera de tout avant notre départ. Aujourd'hui, c'est le yassa. Là, on est dans le cimetière aux coquillages. On l'appelle comme ça parce que, à l'image de Joal Fadiouth, le sol est jonché de coquillages. On me dit qu'on peut creuser 6 mètres, 7 mètres en profondeur, on trouvera toujours des coquillages. Une autre grande particularité de ce cimetière, c'est qu'on l'appelle aussi le cimetière mixte. Il réunit les chrétiens, qui représentent 90% sur l'île, et les musulmans, qui représentent 10% sur l'île. Donc en fait, c'est la tendance inverse par rapport au Sénégal en général. Comment est-ce qu'on vous appelle ici? L'abbé Simon. L'abbé Simon. Ou le Père Simon. Le Père Simon. Voilà. C'est ici que les premiers pionniers de la foi chrétienne ont eu à descendre, à s'installer.
Le dialogue islamo-chrétien est très, très, très fort et présent, vivant dans cette île. Je m'explique. D'abord, dans une famille, vous voyez des chrétiens, deux camps des chrétiens, deux camps des musulmans qui sont du même père, même mère. Il faut essayer d'approcher, de le connaître, non pas le juger sur le paraître d'une religion qu'on ne connaît pas. Notre monde est en feu parce qu'on n'a pas assez aimé. Est-ce que vous êtes fier d'être le père de l'Église où est né le premier président de la République du Sénégal? Mais oui, je suis fier, d'autant plus que lui-même est une référence pour le peuple sénégalais. Et jusqu'à présent, je pense si on pouvait le réveiller de sa tombe pour encore le faire président, on l'aurait fait. J'ai vu que vous avez son poster. Vous êtes fan de Yekini? Voilà. Oui, tout à fait. Je suis un fan de Yekini. C'est mon sport aussi préféré, la lutte. Et j'aime souvent à dire, si je n'étais pas prêtre, peut-être que j'allais lutter. Oui, donc c'est pas du tout incompatible. Curé et lutteur, ça va très bien ensemble. Bon, vu quand même la personne que j'incarne, je ne peux pas être dans les arènes, c'est pas possible. Je suis dans les arènes de Jésus-Christ, je pense que c'est déjà suffisant. Voilà. On m'avait dit, si tu veux rencontrer des lutteurs, c'est très simple. Va sur la plage, au coucher du soleil, tu les verras s'entraîner. C'est justement comme ça que j'ai rencontré Jules de Sally. Moi, je suis un lutteur professionnel. C'est pas des combats de compétition, c'est des combats nommés, c'est des promoteurs qui viennent me voir pour me signer des combats avec des autres lutteurs. C'est lui qui va terrasser aujourd'hui. Qu'est-ce que vous faites pour vous préparer le jour du combat? On fait les entraînements, de faire des bains, des prières, que Dieu nous bénisse, quoi. Arrêtez de fumer et manger. Oh là là. Et là, c'est quoi? Il ramène quoi? Ce sont des préparations mystiques. Préparations mystiques. Il y a les supporters qui attendent ton victoire, il y a tout le monde, il y a la famille. Quand tu parles, ils pleurent, et tu gagnes le combat, c'est un peu difficile. Ouais, tu aimes la lutte, tu es fier de ça? Très, très fier. Qui vient donc marquer le deuxième pied à la 44e minute de jeu. Bi boo ko ci ah. Complètement, il y a une ambiance de malade, le public est déchaîné, les lutteurs s'intimident entre eux, on est dans une arène, il y a des dames qui sont là pour chanter les louanges, ils se renversent des bouteilles de potions dont on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Les lutteurs eux-mêmes ne savent pas de quoi elles sont faites, ils font entièrement confiance à leur marabout pour ça. C'est ce qu'ils appellent le maraboutage ou la deuxième force. Parce que
appris, c'est que parmi les règles, si on a 4 appuis au sol, on a perdu. Si on a les fesses au sol, on a perdu. Si on a le dos au sol, on a perdu. Le Sénégal est connu, notamment dans toute l'Afrique de l'Ouest, pour être un pays producteur, mais aussi exportateur de sel. Nous sommes justement aujourd'hui au lac Rose, aussi appelé lac Redba, et nous allons à la rencontre de Saliné pour voir comment il procède à ce ramassage de sel. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Leïla. Je m'appelle Koulibaly. Koulibaly. Yes. Enchantée. Est-ce que je peux monter avec vous, vous montrer? Oui, vous pouvez monter avec moi. Vous vivez ici, vous êtes né ici, dans la région? Non. Non. Je suis né au Mali. Au Mali? D'accord. Combien de sel vous récupérez par jour? Normalement, je peux prendre 40, 50 baignoires. 50 baignoires? Attache. Ouais. Il faut se couvrir de beurre parce que c'est tellement salé que ça peut brûler la peau. Tu descends comme ça? Ouais. Fais comme ça, hein? Ok. Après tu descends. C'est parti pour le ramassage de sel au lac Rose. Voilà. Ouais. On flotte complètement parce qu'il y a beaucoup de sel. Le plus fort. Maintenant, on va recommencer à creuser. D'accord. Tu mets le pied. Ah oui. Tu fais comme ça. Et ouais. Bon. Après, tu les balances comme ça. Hein? Vous voyez? Enlève. Au revoir. C'est lui. Ah bah oui. Ça. Voilà. C'est comme ça. D'accord. Après, tu les mets comme ça. Dans le bac. Vous êtes un peu court, hein? Je suis courte. Faut dire ça à mes parents. Alors ce que je disais, c'est que c'est déjà dur en fait de ne pas remonter à la surface. Vous avez l'habitude. Ouais, on a l'habitude. Mais il y a tellement de sel, un peu comme dans la mer morte, on flotte systématiquement. Donc mettre le pied. Et... Vous avez rien. Je vais vous montrer. Maintenant, tu te restes debout. Allez. La pelle est tournée. C'est tourné. Bon, il y en a un peu. Avec beaucoup d'aide. Voilà ce que j'aurais réussi à ramasser. Mais j'aurais pas réussi toute seule. Hein. Laissez-le. Bon. En fait, ça pique un peu quand même. Hein. Ça... Là, je commence à sentir quelques petites brûlures. Comme ça. Ah ouais, d'accord. Hein? Ouais. Saute.
gracieux. Mais on fait comme on peut. En sortant de là, on est censé se rincer à grandes eaux. Parce que sinon, mais c'est que le mot. C'est bon aussi. Tira, tira, tira. Attends. On pousse les mains, hey. Il est pas là? D'accord. J'ai failli y aller avec elle. C'est vu? Bon bah Coulibaly, merci beaucoup. Merci. Et j'ai appris quelque chose de nouveau aujourd'hui grâce à toi. Ouais. Bye bye. Bye bye. Merci beaucoup. Alors là, on est à Tivaouane. Tivaouane, c'est une ville dont j'ai beaucoup entendu parler parce qu'il y a un lien très étroit entre Tivaouane et notre ville spirituelle, Fès. Tivaouane, c'est la capitale sénégalaise du tijanisme, Tijaniya, qui a été fondée par Cheikh Ahmed Tijani Shrif, qui est décédé à Fès. Derrière moi, la mosquée la plus ancienne. Devant moi, la mosquée la plus récente. Le minaret, toujours en construction, c'est un bâtiment qui est carrément impressionnant. Pour l'heure, on va à la recherche du khalifa ou bien de son fils. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا لهذا الحوار. اسمي خليفة لو. أيوة، هذا الذي يقف معي هو السيد أحمد سي، هو ابن الشيخ عبد العزيز، الناطق رسمي بلسان الأسرة التيجانية المالكية في السنغال. معظم مسلمي السنغال ينتمون إلى الطريقة التيجانية. الطريقة التيجانية هي طريقة تربية والتزام وسلوك وعلم، طريقة علم وطريقة جهاد وطريقة معرفة وطريقة ثقافة. والطريقة التيجانية يوجد مسوى ضريح مؤسسها في مدينة فاس في الأراضي المغربية، ولهذا كل السنغالي مسلم تيجاني يعتز بالمملكة المغربية ملكا وشعوبا، ملكا وحكومة وشعبا. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. كان الشيخ أحمد التيجاني يركز على هذا الجانب بأن نعطي جانب تطهير القلب والنفس وترقية الروح في المرحلة الأولى ليكون الإنسان إنسانا مثاليا كاملا يستطيع أن يتحرك في المجال الاقتصادي ولا يضر، وفي المجال الثقافي ولا يضر، وفي المجال الاجتماعي ولا يضر. هل يكون اختلاف ما بين التيجانية والموريديزم؟ لا خلاف بين هذه الطرق، لأن مؤسس هذه المدينة الشيخ الحاج مالك كان يرى أن تعليم الناس مقدم على كل شيء. رأى أتباعه ليتمكنوا من توحيد الله وليتمكنوا من معاملة الجميع كإخوة أشقاء. تذكري جيدا أن الرئيس الأول للجمهورية السنغالية كان مسيحيا. كان الجو سائدا بالتفاهم والتجاوب والتسامح، ولم تكن هناك أي مشكلة، وحتى الآن نعيش هكذا. Est-ce que je peux vous aider? Ouais. Donc là, on est en train de cuisiner le tiboudienne, qui est le plat national sénégalais par excellence, qui est un mélange de mil, de poisson, de riz, tomates, manioc aussi. La chhiwa sénégalaise.
Fatou, elle prépare à manger tous les jours. Comme disait sa belle-mère, tant qu'elle est en bonne santé, elle cuisinera. Type, c'est riz en Wolof. Pou, c'est et dien, c'est poisson. Dien. Type ou dien, ça veut dire riz et poisson. On commence à avoir faim. Merci Fatou. Merci. Vous mangez avec la cuillère ou avec les mains? Avec les mains. Alors pourquoi vous m'avez donné une cuillère? C'est une boule. Ben, au Maroc aussi, quand on mange le couscous, avec la semoule, on fait des boules comme ça. Elle était parfaite. Nous sommes à Saint-Louis, la mythique, l'historique Saint-Louis, découverte en 1648, fondée en 1659, nommée Saint-Louis par Louis XIV lui-même, convoitée par les Portugais, par les Britanniques, par les Français. Et finalement, la ville aura été la première colonie française en Afrique, absolument incontournable sur les routes commerciales, réputée à travers le monde pour son négoce de marchandises et aussi d'esclaves. Aujourd'hui, c'est un port de pêche coloré, à l'architecture coloniale, et c'est ensemble que nous allons à sa rencontre. Le plan illustré de Saint-Louis. À gauche ou à droite? À gauche, on va aller à gauche. La signare. En fait, la signare, c'est un terme qui veut dire métisse. C'était des femmes qui épousaient les marchands blancs le temps de leur séjour ici. Et ces femmes ont eu accès à l'aristocratie, ont eu des rôles importants dans la politique. C'était un moyen aussi d'échapper à la condition difficile des personnes locales ici, qui étaient souvent réduites à l'esclavage. Et vous en connaissez? Non, parce que ça n'existe plus, on n'en voit plus. Ça permet de savoir qu'il faut que j'arrête de chercher les signaux, hein, parce que... Ouais, il le faut, ouais. Restaurant Le Fez. Ça, c'est la maison familiale. D'accord. Voilà, Abdallah. Bonsoir. Leila Randi. Enchantée. On a fêté le millénaire des relations entre le Maroc et le Sénégal. Je suis très attaché à cette communauté, et surtout parce que j'ai gardé le souvenir de ce qu'elle a représenté dans la société sénégalaise. Et actuellement, bon, il y a la communauté est un peu disparate, un peu dispersée, et presque anonyme. Et ça, c'est vraiment... ça me touche. Mais encore, nous sommes là. Et vraiment, nous essayons de maintenir ces liens entre le Maroc et le Sénégal. Ils sont fiers d'être marocains comme ils sont fiers d'être sénégalais. Voilà. Les enfants de la rue sont vraiment fatigués. Chaque jour que Dieu fait, ils marchent dans la rue pieds nus pour demander de l'aumône, un lit pour dormir, de quoi manger, de quoi boire. Je fais appel à ENDA, UNICEF, à SOS, à toutes les bonnes volontés d'aider les enfants de la rue. Les enfants de la rue sont vraiment fatigués. Bra! Voilà, c'est parti pour 2 jours de route, environ
direction du pays Bassari pour aller à la rencontre des Bassari, qui est l'ethnie la plus rare du Sénégal, seulement 0,1% de la population, qui est complètement isolée à l'extrême sud-est du pays. Donc la route est longue, on va longer le fleuve Sénégal, la frontière mauritanienne, avant de s'engouffrer dans les terres pour aller du côté de Kédougou, Ibel, Iwol. Dadolo, Jane Ciao, il nous reste à peu près 200 km pour arriver là-bas. C'est officiel, l'équipe nationale masculine de basketball a trouvé un successeur à Abdelrahman Gaye. Bizarrement, Ourossogui est la ville des petits crapauds. Je sais pas pourquoi, mais il y en a partout. Dans la chambre, dans les rues, dans les restaurants. Il faut faire attention où on met les pieds si on ne veut pas marcher dessus. Il est 6 h du matin et c'est parti pour le deuxième jour de route pour atteindre Kédougou, Ibel et le pays Bassari. Donc on voit beaucoup de villages avec des huttes et on voit beaucoup de termitières qui sont énormes, qui font 2 mètres de haut, pyramidales. Ça va ? Je suis arrêtée parce que je crois que je suis complètement desséchée. Ça fait longtemps que j'ai pas vu d'eau froide parce qu'à cause des coupures d'électricité, il n'y a aucun frigidaire qui marche. Donc là, j'ai finalement trouvé dans une pharmacie, lieu improbable, du bissap. Le bissap, c'est du jus d'oseille fait maison par la pharmacienne elle-même et c'est froid. Rien que pour ça, déjà, c'est un bonheur. Je me sens un peu nauséeuse. Le jus de groseille, plus la chaleur, plus la route qui fait des zigzags et qui fait des creux et des montées et des descentes, ça fait pas bon ménage. Apparemment c'est la route la plus contrôlée parce qu'on est vraiment à la frontière mauritanienne, à l'extrême est du pays. Donc contrôle de sécurité oblige, surtout compte tenu de la situation aujourd'hui. Avant de venir, j'ai vu sur des sites de diplomatie, notamment de diplomatie française, qu'il fallait éviter cette zone. Alors on la passe, mais j'ai pas envie que tout le monde sache où on est et où on va quand même. On sait jamais. Il y a 2 heures, je disais et je pensais sincèrement que c'était la dernière ligne droite. C'est en fait souvent ça, quand on est sur la route, on ne sait jamais vraiment quand on arrive. Il reste toujours 15 km, puis 22 km, puis 35 km.
Ce que je sais, c'est que je suis toute moite, toute sale, toute collante. Et je pense pas que je vais trouver une douche là-bas. Donc ça va être système D. Après les routes, les pistes praticables et les pistes non praticables, c'est à pied qu'il faut poursuivre la route pour aller en haut de la montagne Iwol. Quand j'avais fait mon ascension au camp de base de l'Everest, on m'avait appris un truc pour économiser ton énergie, moins te fatiguer, surtout quand il n'y a pas beaucoup d'oxygène. Deux techniques, enfin deux trucs. Le premier, trouve ton rythme et maintiens-le. Même si c'est lent, garde-le lent, ne le change pas. Et deuxième truc, fais toujours des petits pas. Évite les gros trucs comme ça. Même si ça paraît plus court, contourne. Faut toujours faire des petits pas. Et c'est vrai que ça marche. Comme je commence à voir des gens et je commence à avoir des huttes, je me dis que je suis pas loin. Il y a la transpiration qui me brûle les yeux. Voilà, ça c'est un village qui est mérité. L'idée c'est de faire comme eux, de manger comme eux et de dormir comme eux. On va chercher le chef du village, Bassari, pour se présenter et se faire accepter. On vient de loin pour vous rencontrer. Vous nous permettez de rester au village cette nuit avec vous? Oui, comme vous voulez. C'est gentil. Tu as quel âge? Moi, j'ai 27 ans. T'es mariée? Oui. Tu as des enfants? J'ai deux. Deux. Oui. Comment ils s'appellent? Mon premier, c'est Raoul. Raoul? Oui. Le deuxième, il a un mois et quelques jours. Un mois? Oui. Tu as accouché il y a un mois? Oui. Faudra que tu nous donnes tes techniques, hein? Vous avez des enfants? Pas encore. Vous travaillez d'abord? Non. Non. Pas le travail d'abord. Mais vous n'avez pas de mari? Si. Ah. J'ai un mari. J'ai l'impression que j'ai besoin de me sentir prête pour avoir un enfant. Ah bon? Est-ce que toi, tu réfléchis, tu penses à ça? Tu te poses des questions ou tu te poses pas de questions? Avant, je me posais. Qu'est-ce que tu te posais comme question? Toutes mes copines avaient des enfants, sauf moi. Maintenant, moi, jusqu'à 20 ans, je n'avais pas d'enfant. J'ai dit, est-ce que moi, je ne vais pas être stérile? Parce que... Je ne vais pas être quoi? Stérile. Ah, juste un petit peu. Parce que je sais que l'eau, c'est très précieux. Ici, c'est dur. Il est loin, le puits, hein? Oui, merci. Loin. Alors, le chef du village m'a invité à venir les voir faire les toits des huttes. Bien sûr, ils suivent toujours les méthodes traditionnelles, ancestrales. Maintenant, ils essayent d'améliorer un peu les structures. Ils mélangent avec un peu de ciment pour que ce soit moins poreux et que ce soit plus imperméable à l'eau. Parce que quand il pleut, ils ont des inondations dans les huttes. Hein? Le village, il existe depuis quand? Depuis le 12e siècle. Le 12e siècle. Ouais. Le bambou, il vient de 45 km d'ici.
C'est ça? On va le chercher à vélo. Il faut à peu près 50 bambous pour faire la structure en bambou. Donc c'est un vélo qui le porte. Il arrive en bas de la montagne. Et là, il y a plusieurs personnes qui viennent pour le porter sur la tête. Non. Une seule personne peut porter un fagot de 40 bambous. Ensuite, on va chercher de la paille, pas très loin, en dehors du village. Il faut combien de fagots de paille pour une hutte? 12, 13. D'accord. 12, 13 fagots de paille. Puis après, il y a 10 couches de paille. Et après, ils attendent qu'il y ait tout le monde au village. Et ils portent tous ensemble le toit de la hutte pour le mettre sur la structure. Et la structure en mire, on la change tous les 20 ans. Oui, tous les 20 ans. Et le toit chaque 5 ans. On m'a dit... Ouais, j'en ai. Faire la toiture, c'est un travail d'homme, mais pour le porter après, tout le monde est bienvenu. On m'a dit même les femmes sont bienvenues. Attends, je vais réussir. Vas-y. à quoi? Eindhoven. Sina, punya memang. Marie. Ah. Ah, toi, tu en as beaucoup, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. D'ici ou d'ailleurs, nous sommes des enfants d'Afrique. Même si le ciel You Africans, please listen to me as Africans. And you non-Africans, listen to me with open mind. Suffer, 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 suffer for world. Now your fault be that. Dekai, bonjour. Bonjour Leïla. Comment ça va? Oui, ça va bien, merci. Bien? Bien, bien, merci. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'histoire de l'île de Gorée? C'était le centre de transit d'esclaves. Vous savez, le plus important en Afrique de l'Ouest. 15 à 20 millions de Noirs, à provenance de tous les pays d'Afrique de l'Ouest, ont transité sur l'île de Gorée.
exemple, la maman partait au Brésil ou bien au Cuba. Le papa en Amérique, l'enfant en Haïti ou bien aux Antilles. Ouais. Donc vous voyez que la séparation était totale. Les personnes malades et les personnes âgées étaient systématiquement balancées à la mer. Parce qu'en réalité, l'esclavage en Afrique, il a commencé après la découverte de l'Amérique. Et les premiers esclaves, ce n'étaient pas des Africains, mais c'était des Indiens de l'Amérique. À la fin, ils ont trouvé que ces Indiens préfèrent se suicider, mourir, que servir comme esclaves. Et c'est un prêtre espagnol qui s'appelait Barthélemy de las Casas, qui a eu l'autorisation au roi d'Espagne pour débarquer ici en Afrique, capturer ces Africains et les remplacer contre ces Indiens. Et en plus, il disait que ces Africains étaient plus résistants et considérés comme des sauvages, vous savez, sans âme. Ouais. Mais si l'esclavage a duré 350 ans, voire 400 ans, c'est parce qu'il y avait la complicité des chefs de tribus noires. À l'époque, en Afrique, il y avait des guerres tribales. Et c'était eux qui capturaient des prisonniers de guerre pour les revendre aux Européens, l'échange contre du troc. À l'époque, c'était avec du vin, des épices, de la pacotille, des couvertures, barils de rhum, fusils de guerre et même des petits miroirs. La valeur d'un homme dépendait de son poids ou de sa musculature. Une jeune fille, de la qualité de ses seins ou de sa virginité. Les jeunes filles vierges étaient presque considérées comme des privilégiés. Elles étaient vendues plus cher que les hommes et 4 fois plus cher que la femme. Et ces jeunes filles vierges qui se donnaient aux Européens pour être libres et constataient que la jeune fille est tombée enceinte, elle est mise en liberté. Ici à l'île de Gorée ou bien au Saint-Louis du Sénégal. À l'époque, il était appelé signard, de formation portugaise, señora. Il faut toujours garder cette mémoire pour les générations futures. Les générations futures, en fait, que l'histoire ne se répète pas. Africa. Nous sommes allés de Dakar à Saint-Louis, de Tivaouane à Kédougou. On a longé le fleuve Sénégal, on s'est même baigné dans le fleuve Sénégal. On a fait une longue expédition de plus de 1500 km pour aller à la rencontre des ethnies rares de ce pays. On a goûté au barracuda, au yassa, au mafé, au tchiboudienne. On a goûté au jus d'oseille, au jus de tamarin, au jus de baobab, au jus de palmier. Mais on a surtout rencontré Ibrahima, Mbagbe, Mamdiara, Jules, François, Pascaline, Amadou, toutes ces personnes qui ont partagé avec nous leurs témoignages et qui nous ont fait découvrir leur quotidien, leur réalité, leur Sénégal. Je vais maintenant vous dire au revoir, mais ce n'est vraiment qu'un au revoir parce que je vous donne rendez-vous bientôt sur une autre route pour de nouvelles rencontres. Sama gende gi magi ñaan Yàlla wan ma ko bala may ñibbi barsa ma ne bésu ñàkk si bési Afrika doon benn réew. D'ici ou d'ailleurs, nous sommes des enfants d'Afrique. Même si le ciel tombait, luttons pour la paix. Kon jàmmu Afrika moom lay ñaan. Mane jàmmu Afrika mooy suñu naataange.